Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Mesdames, donc on a la Suisse, on a la France, on a la Belgique, on a plusieurs parties de France, on a le sud qui arrive, on a la représentation du nord aussi, on a la Savoie. Mais dites Ah, donc, j'entends pas. si on t'entend, Elodie, tout va bien. Tu devrais nous entendre également. Bonsoir, mesdames. Hop. Donc, j'ai mis en enregistrement pour donner l'accès au replay et à la fois aux retardataires et à la fois aux personnes ne pouvant pas être disponibles ce soir en direct. Super, merci Christelle pour la précision. Le Nord-Isère, génial, j'adore. Moi, c'est très bien. Il y a plein de noms que je connais. Je vois des petites têtes que je connais. C'est très chouette de vous retrouver. On a, on a des nouvelles également. C'est super. Salut Estelle. Bonjour Aurélie. Ah, Bonjour. bonsoir. Bonjour, bonjour. Bon, top. Bonjour. Donc, vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, mettre la caméra. Le micro, dans la mesure du possible, eh bien, on va le maintenir éteint, sauf si effectivement, à un moment donné, plutôt sur la fin d'ailleurs, on passe sur des questions-réponses. Là, auquel cas, plutôt qu'utiliser le chat, pourquoi pas effectivement ouvrir le micro. On est ravis avec Isabelle de vous retrouver pour ce deuxième webinaire. Donc, on s'était vu quand, je ne sais même plus la date. C'était fin mars, je crois, 24 mars, quelque chose comme ça, si ma mémoire est Il y a bonne. un mois à peu près, un Ouais, mois et demi. ouais, c'est ça, hein. Pour le premier volet, on était allé aborder de manière assez globale ce que le bébé vient nous raconter, ce qu'on peut voir à travers lui de notre histoire, des mémoires émotionnelles, de vie prénatale, de naissance, notre transgénérationnel. Le sujet avait été relativement large. Là, ce soir, eh bien, on fait un petit peu plus pointu. On va aller voir de manière assez vaste malgré tout, eh bien, l'oralité et les troubles alimentaires chez le nouveau-né et le nourrisson, toujours sous cette dynamique des mémoires émotionnelles, vie prénatale, naissance, transgénérationnelle, ce que notre arbre généalogique pourrait aller insuffler aussi dans nos problématiques d'oralité. Donc pour ce soir, eh bien, je suis de nouveau avec notre super Isabelle Lefebvre, donc qui est notre formatrice en transgénérationnel périnatal, qui vient aborder l'observation du nouveau-né, qui vient nous parler de modelage intra-utérin. Euh, Isabelle qui est une j'aime pas, j'allais dire ancienne sage-femme, mais ça fait... Le mot ancien me dérange un peu, hein, quand même, parce que je ne veux pas te mettre dans cette catégorie-là, Isabelle. Donc, sage-femme retraitée, Mm. jeune retraitée, Oui. 40 ans de sage-femme hospitalière, diplômée en allaitement et lactation humaine, chargée d'enseignement à la faculté de médecine de Lille sur le DU d'allaitement périnatalité. Ça va, je suis bonne? Ouais, ça va. Ok, super. Et puis plein de petites choses annexes qui ne le sont pas. Isabelle, elle peut aller vous parler d'astrologie, elle peut vous parler de yoga, elle peut vous parler de postpartum, évidemment. Elle a beaucoup, beaucoup de cordes à son arc. Et ce soir, on va eh bien, plus spécifiquement aller voir les cordes dans la bouche. Non, pas les cordes dans la bouche, Pour le non. cours Pas les cordes dans la bouche, non, non, mais on pourra on l'évoquer, pourrait oui. aller parler de frein, tu vois. Oui, On c'est pourrait possible. parler de frein restrictif, c'est pour ça que je parle de cordes, Mm.
de tissu qui pourrait être maintenu en arrière. En tout cas, de difficultés d'oralité et puis de troubles, de ces troubles alimentaires qu'on pourrait aller observer chez le nouveau-né et le nourrisson. Isabelle, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, à ce sujet-là? Parce qu'il est vaste. Il est énorme ce sujet, donc aujourd'hui on va pas tout pouvoir voir, c'est sûr, en 1 heure et demie. C'est une formation qui demanderait une semaine. Moi, ça m'a demandé près de 20 ans. Donc du coup, voilà, on va effleurer les sujets. Je vais vous expliquer mes 15 ans d'expérience que j'ai pu en retirer auprès, donc 15 ans de consultation de lactation, en anténatale, en postnatal. Je sais plus combien j'ai vu de mamans et de bébés. J'ai tout appris. J'ai pas appris au DU, moi j'ai appris auprès des mamans et des bébés. Et en ma qualité de sage-femme, j'ai pu faire des liens avec le modelage intra-utérin, ce qui se passe au niveau de la posture du bébé et comment ça peut avoir des retentissements directs au niveau de la succion de l'enfant. J'ai fait une formation aussi sur les freins de langue, mais ça m'a ouvert d'autres espaces. De toute façon, voilà. L'idée, c'est plus on apprend, plus on a des ouvertures sur tout. Donc le sujet aujourd'hui, c'était oralité et troubles alimentaires. Je vais réduire un peu pour beaucoup parler du nouveau-né, puisque je pense que parmi vous, j'ai vu passer des consultantes en lactation. Je sais qu'il y a des accompagnatrices de la naissance. Je sais que je suppose que chacune de vous est intéressée par ce sujet-là et vous peut-être que vous recevez en consultation ces bébés. Donc on pourrait parler sur le nourrisson, on pourrait même aller jusqu'à l'âge de 2 ans, mais c'est un sujet qui nécessite beaucoup d'heures de discussion, de présentation. Donc je vais vraiment parler du nouveau-né parce que c'est une ouverture sur la compréhension du reste. Donc pour moi, alors c'est peut-être des sujets qui sont très familiers. Donc dans les consultations de lactation, ce qui me hérissait à chaque fois qu'on me le disait, c'est une maman qui me disait: il tète pas bien mon bébé parce qu'il fait une petite bouche. Ça avait le don de m'exaspérer, dans le sens où si on ne regarde que la bouche du bébé et que l'on ne réduit ce bébé qu'à sa bouche, c'est comme si on regardait les étoiles par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les myriades d'étoiles, les myriades de compétences du nouveau-né, on va juste se concentrer sur une petite bouche. Et quand on dit petite bouche, c'est assez péjoratif, ça veut dire que ça ne va pas. D'accord? Du coup, je voudrais ouvrir ça sur, au-delà de cette petite bouche, il y a quoi? En fait, le bébé, c'est un festival de compétences. Mais ces compétences, il ne pourra les exprimer que si on lui donne l'occasion de les exprimer et si on ne le met pas en difficulté parce que, par exemple, la position d'allaitement qui va être choisie n'est pas la bonne, ou que le biberon, parce qu'il faut aussi parler biberon, débite trop vite, etc. Donc on va mettre en évidence les difficultés du bébé et on va gommer tout ce qu'il sait faire, et tout ce qu'il sait faire depuis très 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 longtemps. Est-ce que tu peux passer la diapo voilà. Je peux. Avant de parler vraiment alimentation du nouveau-né et du nourrisson, c'est revenir aux fondamentaux. En fait, cette capacité de succion de l'enfant va s'asseoir sur ses compétences, des compétences très précoces acquises in utero. Et si on parle de compétences sensorielles, ce sont des compétences sensorielles avant tout, et elles se mettent en place très précocement dès les 11-12 semaines de grossesse, notamment le gustatif, notamment l'olfactif. Ce sont des sens qui sont extrêmement précoces et qui vont apparaître parmi les premiers sens de l'enfant. Donc avant de parler alimentation, revenons à la base de cette pyramide, et qui encore ne représente pas la complexité de la situation, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que la capacité d'être au sein, de gérer un débit, d'être en rapport et en contact avec la mère va s'appuyer sur quelque chose qui se construit dès les premières semaines de grossesse.
Donc, si on parle de la sensorialité du global du bébé, on va, on- vous imaginez ce bébé hein, qui n'est encore que juste, on est dans la phase embryonnaire, hein. Il y a déjà des potentialités sensorielles qui se mettent en place et même l'ensemble de son corps va lui donner des informations. Si je pense à un bébé de 3 4 mois, il est dans son liquide. Le fait d'être en contact avec le liquide, c'est pas seulement une déglutition, etc., mais c'est aussi comment je me pose dans ce liquide, quelle température il a, quel équilibre basique, basico-acide, quelle est la sensorialité que je reçois, qu'est-ce qui baigne là, ça donne des informations à l'enfant. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Euh, Quand on parlera de modelage, le modelage intra-utérin est lié à la vie intra-utérine, c'est-à-dire à ce que va vivre dans son corps le bébé en intra-utérin, qui va imprimer son corps et qui va lui donner des compétences ou des contraintes à la naissance. Vous voyez, donc, si on ne réduit le bébé qu'à sa bouche, on perd toutes les dimensions du bébé. Et si on perd toutes les dimensions du bébé, on va perdre aussi la dimension relationnelle, émotionnelle et affective à la mère. Donc pour moi, on commence d'abord par la sensorialité globale du fœtus. L'oralité, c'est tout ce qui va se passer au niveau de non seulement buccal, mais aussi au niveau autour de la bouche, dedans, dehors. C'est la relation aussi dedans-dehors d'ailleurs, hein, la bouche du bébé. C'est sa déglutition, c'est tout ça. Les premiers bourgeons olfactifs et gustatifs se mettent en place autour de 9 à 10 semaines de grossesse. La déglutition, on est autour de 15 semaines. Ce sont des sens extrêmement précoces et je dirais que ce sont les premiers sens de l'humain que nous sommes. Hein C'est-à-dire que les premières expériences d'échange avec l'extérieur pour le fœtus vont passer par ces sens-là. Donc quand je dis gustation, olfaction, c'est l'inhalation du liquide, ça passe au niveau de son nez. Le gustatif, c'est tout ce que la maman va manger, qui va passer au niveau de son liquide, mais ça va aussi être d'autres échanges. Ça pourrait être des molécules émotionnelles, pourquoi pas. Des molécules, je ne sais pas quel goût peut avoir la joie, quel goût peut avoir la tristesse. Je ne sais pas si ça tombe, on a des goûts en rapport avec nos émotions. Et d'ailleurs, on sait qu'au niveau olfactif, l'olfaction participe à l'intégration des émotions. Mais tout ça, ça se met en place alors qu'on est encore dans la phase embryonnaire. Donc c'est extrêmement précoce. Les premières suctions déglutition, on est autour de 15, 18 semaines. Donc on a aussi des expériences qui se mettent en place. En fait, le bébé va construire toute sa capacité sensorielle et orale très précocement alors qu'on termine à peine les 3 premiers mois de grossesse. Donc il s'inscrit dans des expériences extrêmement précoces qui vont modeler son rapport dedans-dehors, mais qui lui permettent également de découvrir tout un environnement extérieur. Ce qui signifie qu'à la naissance, le bébé va continuer à découvrir l'environnement extérieur par la bouche et par toutes les expériences qui vont se passer au niveau de la bouche. D'où un sens pour moi qui est extrêmement précieux et qui est à préserver à la naissance. Donc ces expériences qu'il va construire in utero, alors expérience de gustative, olfactive, je mets mes doigts dans ma bouche, ok, j'ai mon pouce dans ma bouche, donc comment je mets, ça vient frotter mon palais, ça vient travailler ma bouche, ça vient titiller les muscles autour de la bouche, etc. Donc c'est une richesse d'expérience extraordinaire pour ce bébé qu'il va engrammer, c'est-à-dire que ça va, on va pas dire le programmer, mais ce sont des expériences sur lesquelles il va venir
s'asseoir et asseoir tout son système sensoriel et ses futures expériences alimentaires. D'accord? Donc, quand un bébé va naître, c'est un champion de la succion. Vraiment. Et il l'a travaillé depuis 3 mois de grossesse. Donc, c'est youpi! Je suis le plus fort, le plus grand. C'est un champion de la succion, mais par contre, il ne connaît pas le milieu extra-utérin qu'il va rencontrer. Il ne sait pas ce qu'est un biberon, il ne sait pas ce qu'est un sein, il ne sait pas comment on coordonne, enfin encore que ce soit réflexe, mais il va devoir associer à la déglutition, à la succion, il va devoir respirer en plus. Donc c'est à nouveau une nouvelle expérience autour de la respiration. Et en plus, il se retrouve confronté à des adultes qui lui disent « Allez, tu dois avoir une succion efficace tout de suite, parce qu'au moins, comme ça, nous, on sera rassurés. Hein » Et la maman, elle se sentira très forte parce que son bébé aura une succion efficace, qui veut dire que s'il tète bien, il grossit bien, donc je suis une bonne mère. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu tout ça. À la naissance, au moment où il va commencer ses premières succions, qui ne sont pas d'abord alimentaires, mais qui sont plutôt de réassurance, il va mobiliser toutes ses expériences motrices, neurologiques, sensitives, émotionnelles, etc., pour les mettre au service de l'apprentissage de l'alimentation. D'accord ? Ça veut dire que la succion in utero n'est pas alimentaire dans un premier temps, mais il va utiliser tout ce qu'il aura appris in utero pour progressivement passer à l'alimentation avec du lait, avec quelque chose, et avec un outil qui sera le sein ou qui sera le biberon. Ça veut dire que c'est un champion, mais que pour améliorer sa performance alimentaire, ça va lui demander du temps et de la technique. Ce qui veut dire que du temps et de la technique, c'est de la patience pour les adultes que nous sommes. Et on ne peut pas dire que il va réussir. Si on parle de réussir, on attend une performance, et là où on se trompe. Parce qu'il n'y a pas de performance chez un enfant, il y a je mets au service de ce que j'ai à faire, ce que j'ai appris. Et pour ça, il faut que je me coordonne et que je m'adapte à mon nouvel environnement. Donc, quand vous regarderez la bouche d'un bébé, dorénavant, pensez que derrière, vous avez un champion du monde de la succion, de l'extraction, de la mobilité de la langue, et probablement vous avez quelqu'un qui est plus fort qu'un chef. Alors je parle de Etchebest ou tous les grands chefs, Lignac, tout cela, dans sa bouche. Et vous avez un nez qui est aussi performant que celui d'un parfumeur renommé de Saint-Laurent. Bon, j'ai pas d'action, hein, mais ça me vient comme ça. D'accord? Et vous avez aussi un enfant, un être qui est habitué à une certaine expérience dans sa bouche, qu'il va devoir quasi oublier ou mobiliser différemment pour devenir adapté à son nouveau monde et aussi à l'alimentation. C'est pas une histoire d'inné ou d'acquis, c'est juste une histoire de mobilisation de compétences pour un autre objectif, qui sera l'alimentaire. Quand on a des hyper sensorialités, quelquefois on peut avoir... j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un bébé qui avait un réflexe nauséeux très important. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé in utero pour qu'il n'y ait pas de désensibilisation de la langue, par exemple. D'accord ? La langue, le bébé in utero en tétant, il désensibilise un peu sa langue. D'accord ? Pour pouvoir ensuite passer de mon pouce, je vais passer au mamelon ou je vais passer au biberon. Si par exemple, on a une contrainte sur la langue, quelle qu'elle soit, ou une malposition intra-utérine qui l'empêche de mobiliser sa langue correctement,
on pourrait se retrouver avec un enfant qui n'a pas désensibilisé sa langue, et dès que vous mettez quelque chose dans sa bouche, il aura un réflexe nauséeux plus important qu'un autre. Pour les hypersensibilités, c'est aussi regarder. On pourrait imaginer que l'hypersensibilité serait en rapport avec une difficulté de modulation de la sensorialité. D'accord? Donc je pense alors, les freins de langue, mais on peut aussi avoir des difficultés pendant la grossesse parce qu'il y a eu des situations de stress très importants chez la maman, etc. Donc on sait que, par exemple, le cortisol en grosse quantité finit par traverser la barrière placentaire et finit par imprégner le bébé et peut modifier les structures cérébrales in utero et donc donner des problématiques de régulation du système émotionnel, et ça peut donner des enfants très stressés à la naissance. L'hypersensorialité pourrait être liée à une problématique de régulation du système nerveux autonome. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont en hyper et qu'on n'arrive pas à apaiser. Donc en fait, sur toutes ces problématiques des premiers jours, etc., on va devoir se mettre au niveau du bébé pour comprendre ce qu'il a vécu et comment on peut l'aider dans ses compétences et comment on peut aider les parents. Donc ça, c'est sur l'oralité. Ce qui est aussi très important pour moi, c'est je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'un bébé puisse exprimer ses compétences, il faut qu'il soit confortable, on va dire. Donc confortable, c'est quoi? Ça veut dire que la position dans laquelle on va le mettre au sein, par exemple, soit respectueuse de ses contraintes tissulaires. Ok? Ça veut dire que si le bébé, peut-être que dans votre clientèle ou chez vos enfants, vous avez vu, on a des bébés qui naissent un peu, après on les retrouve un peu comme ça, ou on les retrouve comme ça, parce qu'il y a des modelages intra-utérins qui peuvent être liés à un utérus petit ou un utérus un peu contractile, ou ça peut être un bébé qui n'a pas beaucoup de place, donc lui il va occuper la place qu'on lui réserve. Donc peut-être que dans sa place, dans la place en intra-utérin, ben, il y avait de la place s'il était comme ça. Mais il n'y avait pas de place dans l'utérus s'il était correctement positionné en longitudinal. Eh bien ce bébé, lui, il va être, au moment où vous allez le mettre au sein, il va être confortable comme ça. Parce que si vous le mettez comme ça, vous venez tirer sur tous ces nœuds qui se sont mis en place déjà en intra-utérin, et donc vous venez de tirer un peu sur toutes ces contraintes. C'est comme si vous aviez un torticolis. D'accord? Vous avez un torticolis, vous êtes comme ça, puis on vous dit non, pour boire, tu es obligé d'être comme ça. D'accord? Donc, en tant qu'adulte, on va compenser, mais les contractions vont finir par nous fatiguer énormément, puis on va peut-être trouver une autre solution, mais on boira la paille. Voilà, mais on trouvera une solution. Mais le bébé, lui, il est obligé de s'adapter à sa contrainte posturale. Donc, mettre un bébé dans ses compétences, c'est d'abord le mettre confortable, c'est-à-dire chercher la position qui va lui permettre d'être confortable pour pouvoir se détendre et exprimer ses compétences de succion. Pour que ce soit confortable, qu'il soit en sécurité. Ça veut dire que dans son corps, il se sente suffisamment bien installé, bien plaqué contre sa mère, bien pas les pieds dans le vide, les mains qui partent dans tous les sens, etc., pour que lui se sente en sécurité et puisse s'apaiser. C'est tout l'intérêt du pot à pot, c'est tout l'intérêt du portage au moment des mises au sein, etc. Ça, c'est vraiment mettre le bébé en sécurité pour qu'il ne soit pas perturbé par l'apprentissage de son nouvel environnement à la naissance. Confort, sécurité permet apaisement. C'est à cette condition-là qu'on va avoir un apaisement du système nerveux. Et donc, on va pouvoir avoir des enfants qui vont se détendre. Et plus un enfant est détendu, mieux il pourra exprimer ses compétences. C'est ce que j'appelle, moi, la triade des premières mises au sein. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait confort, sécurité et apaisement pour que le bébé soit suffisamment bien installé
non douloureux et non tendu sur sa posture pour pouvoir exprimer ses compétences. C'est en analogie, c'est comme si avec ce fameux torticolis, vous devez manger un gros repas. Si vous êtes comme ça pendant 2 heures, 3 heures au repas, à un moment donné, vous arrêtez de manger parce que c'est douloureux. Le bébé, c'est pareil. Donc ça, c'est aussi très important. Comment on voit le modelage intra-utérin et les contraintes intra-utérines? On va passer à la fameuse photo suivante. Pour Quel beau pouvoir, bébé. pour pouvoir aller regarder quelles sont les contraintes qui puissent venir gêner un bébé au moment de ses premières suctions, il faut le regarder dans sa globalité. Est-ce que là, sur cette photo-là, est-ce qu'il semble détendu? Est-ce qu'il semble confortable? Est-ce que il n'y a pas de zone de tension qui pourrait venir exprimer qu'il y a des tensions dans sa bouche, au niveau des muscles du visage, etc. Parce que ça peut venir gêner sa succion. Est-ce que au niveau de son corps en général, il est plutôt détendu ou il était plutôt crispé? Pour exercer une bonne succion, il faut qu'il soit capable de pouvoir dire oui avec sa tête, c'est-à-dire ouvrir ici l'angle de la mâchoire entre la mâchoire et l'os hyoïde. Est-ce que ce bébé-là est capable de le faire? On n'est D'accord? pas sûr. Pardon? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Donc quand on observe un bébé en consultation, si vous les voyez en consultation, on va aller regarder comment il est dans son corps en globalité. Donc là, je vous en ai mis un. Alors, l'histoire, alors en tant que sage-femme, s'il y a des sages-femmes qui... Je parle aux sages-femmes, On a, oui. hein, il y en a. En regardant un peu les bosses sérosanguines, en regardant la posture du bébé, on est quand même capable à un moment donné de déterminer si c'était une variété postérieure, est-ce que c'est une variété asynclite, est-ce que c'est mal fléchi, etc. Est-ce que on peut avoir un cordon autour du cou, est-ce qu'on peut avoir tout ça? Voilà, là c'est un bébé qui est né par césarienne au bout de 14 heures de travail et où il n'est jamais descendu et où il y a une dystocie du travail. Donc c'est une césarienne au bout, donc pour arrêt de la dilatation. D'accord? Et vous le voyez, lui, il a les épaules liées comme ça. D'accord? Il a la tête complètement rentrée dans les épaules. Et pour le faire téter, il fallait trouver la position pour lui permettre de sortir de ses épaules. Pour pouvoir lui permettre d'aller chercher le sein. D'accord? Donc tout ça, ça va nous donner des informations dans le but de peut-être comprendre l'histoire de ce bébé, même en intra-utérin, et savoir ce qu'il a vécu. Et là, on revient sur tout ce qu'on a déjà vu. L'histoire de la grossesse est importante. Quels sont les événements qui se sont passés pendant la grossesse pour avoir une petite idée de ce qui se passe, comment ça s'est passé à la naissance et comment ça se passe dans les quelques premiers jours pour donner une explication. L'idée pour moi n'est pas de... C'est plutôt de rassurer les parents en leur disant mais vous n'y êtes pour rien. Si c'est pas ouvrir la bouche, on va essayer de changer la position, mais c'est peut-être simplement parce que il a été 12 heures comme ça et qu'il faut attendre qu'il se détende un peu pour pouvoir arriver à détendre ses épaules et sa posture pour pouvoir aller au sein. Et vous voyez, un petit comme ça, souvent on dit ah, il a une petite bouche. Non, il n'a pas une petite bouche. C'est juste qu'il a la tête rentrée dans les épaules. Donc celui-là, je le connais bien. Je peux vous dire que tête rentrée dans les épaules, il a un caractère. J'ai l'impression que, vous voyez, il s'est dit non, moi je ne vais pas descendre. J'ai décidé que je ne descendrai pas. Donc je ne vais pas y aller. D'accord? Donc regardez les bébés dans leur ensemble. À savoir aussi que on dit souvent qu'une césarienne peut venir gêner les mises au sein, etc. Ben, il y a une différence entre césarienne en urgence et césarienne après, donc césarienne en urgence après travail et césarienne prévue. Pardon? Non, c'est Stéphanie qui avait laissé son micro. D'accord. Son Et micro. césarienne prévue. Sur une césarienne qui est faite en urgence, il y a eu du travail, comme pour ce petit-là, il y a eu tout un modelage intra-utérin, plus
le temps passé en contraction qui sont venus le faire buter sur le bassin et qui est venu faire un peu ressort au niveau de ses épaules, d'où aussi la tête engoncée dans les épaules. Donc ça, c'est déjà tout ça, plus la césarienne qui peut être dedans dehors, hein. La césarienne, c'est tout d'un coup je suis dedans, puis tout d'un coup je suis dehors. Ok, donc on peut aussi avoir un système nerveux qui aura du mal à s'apaiser parce qu'on sera plutôt sur un système qui sera excitable en raison du dedans-dehors. D'accord? Donc là, on n'est plus sur les gestions du stress. D'accord? Donc ce petit, par exemple, il pleurait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au sein, il avait du mal à rester accroché au sein, simplement parce que si on lui trouvait une position dans laquelle on luttait trop contre sa position initiale, il se battait et il se fatiguait, donc du coup, il décrochait du sein. Donc, vous voyez, on parle de problématiques d'oralité, de problématiques de succion, mais avant de vraiment partir dans la pathologie, ce qui m'importe, c'est d'aller regarder quel est le contexte de la naissance, quel est le contexte de la grossesse, quel est le contexte de la naissance, quelles sont les contraintes que subit ce bébé, avant de poser, de dire il a une petite bouche, c'est qu'il ne sait pas l'ouvrir, donc dedans il y a un frein de langue. Ce sont des raccourcis. Pour moi, c'est tout un récit de grossesse, de naissance et de premiers jours et de rencontre à la maman qui peuvent venir vous éclairer pour accompagner ce bébé, parce que chaque bébé est un cas particulier. Et donc, il faut se pencher sur son histoire. D'accord? Donc, regardez les bébés quand vous les recevez en consultation, comment il est porté, quelles sont ses contraintes, et puis regardez aussi ce qui se passe entre la mère et l'enfant. Parce que dans les difficultés d'alimentation, on oublie un peu trop qu'on va se focaliser sur les difficultés du bébé, mais on peut en oublier la mère derrière. Et que des difficultés d'alimentation peuvent être en lien avec une maman qui d'abord les primipares, hein, qui ne savent pas faire déjà, et puis peut-être une maman qui est elle-même en difficulté avec l'alimentation, qui est en difficulté avec le choix qu'elle a fait, qui est en difficulté avec la naissance de ce bébé, les circonstances de la naissance. C'est un tout, c'est une entité, un bébé. Un bébé et sa mère, c'est une entité. D'accord? Donc, pour en revenir à comment j'ai débuté en vous disant attention, quand vous dites petite bouche, c'est caricaturer une situation où on ne voit que la petite bouche, mais on oublie tout ce qui se cache derrière et tout ce que le bébé est capable de faire. Moi, je préfère avoir un bébé qui est un champion qu'un bébé qui a une petite bouche et qui manifestement me fait des crevasses parce qu'il ne sait pas l'ouvrir, quoi. Sans être péjorative. D'accord? Donc pour moi, notre travail à nous, et quand je donne des formations, c'est ce que je dis, c'est que nous sommes au service de ce qu'on observe chez l'enfant et la mère. Et que ce que l'on va choisir comme position, ce que l'on va choisir comme technique d'alimentation, hein, parce que là on pourrait parler des dalles au sein, parler de tout ça, ces techniques, ces positions, ce choix doit être adapté à l'enfant et ne doit pas être adapté à la croyance que j'en ai de ce qui est bien ou de ce qui est pas bien. D'accord? Parce que si on s'adapte pas à ce qu'on voit, on va mettre le bébé et la mère en difficulté. Et vous le savez, c'est que si une maman est mise en difficulté sur l'alimentation de son bébé, si elle est mise en difficulté sur le poids du bébé, ça part en vrac et on a des mamans qui ont des souvenirs de leurs allaitements des années plus tard qui sont terrifiants. D'accord? Donc notre rôle à nous, c'est d'être des accompagnatrices au mieux de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut leur proposer. Et puis moi, il y a quelque chose sur lequel j'ai envie d'aller aussi appuyer. Tu parles de rythme, tu parles de prendre le temps. Ouais. Et effectivement, que ce soit dans le récit du vécu intra-utérin, dans le récit de la grossesse ou de l'histoire, hein, de ce qui a pu se passer dans les grossesses précédentes, ou dans l'histoire de la naissance de ce bébé, hein, d'avoir conscience de ce que son système nerveux
a pu subir quelque part du stress qui a pu être le sien au-delà de celui de la mère. Et donc, on va avoir besoin de temps pour pouvoir faire baisser cette pression-là. Et plus on pourrait accompagner la mère et l'enfant de manière trop rapide, trop pressante, voire trop angoissante, on va venir accentuer en réalité la Tout à fait. problématique de départ. Tout à Et, fait. euh, et si on va même plus loin par rapport à ce que tu mentionnais cette dynamique embryonnaire où il va déjà y avoir très précocement le bébé qui va aller déglutir, qui va aller goûter, et où tu posais la question, mais c'est quoi le goût de la joie? C'est quoi le goût de la tristesse? C'est quoi le goût des émotions? Est-ce que les émotions ont un goût particulier? Bah, on pourrait effectivement se dire qu'une grossesse qui a été extrêmement stressante, le bébé, il pourrait donc être habitué au goût du stress et de ses angoisses. Et du coup, une fois sorti, s'il se retrouve dans un environnement qui est différent, aussi bon et joyeux que soit le nouvel environnement, le goût n'est pas le même. Dans quelle mesure, alors que les aliments ont aussi toute une dimension émotionnelle, dans quelle mesure ne pourrait-il pas y avoir des peut-être intolérances, gènes alimentaires, dégoûts alimentaires ou au contraire désirs alimentaires reliés à cette dimension psycho-émotionnelle du vécu intra-utérin parce que c'est la zone de confort du bébé. Ben, enfin, moi, je suis assez d'accord maintenant. C'est pas quelque chose qui est répandu parce que Non, on sait que l'olfaction et les émotions ont un lien. C'est très archaïque et donc c'est un lien. Donc à ce moment-là, comme de toute façon, in utero, on a une communication au niveau du gustatif, de l'olfactif et tout est lié, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'un tout nouveau-né, euh, enfin, je vais vous donner, mais c'est du vécu, hein. Vous partez avec votre bébé, vous allez chez votre ami très cher et tout ça, vous ne l'entendez pas du temps où vous êtes. Vous passez chez mamie ou tati, et là, il va hurler tout le temps. Et la mamie, elle va vous dire, mais comment ça se fait qu'à chaque fois que tu viens chez moi, il se met à hurler? Et d'ailleurs, ça nous culpabilise parce que nous, on a des loyautés vis-à-vis des gens et que notre bébé vienne à hurler alors qu'il est là-bas. Ben oui, mais olfaction, gustation, c'est-à-dire que peut-être que dans l'atmosphère de la maison, il y a quelque chose qui lui plaît pas du tout. Et que du je coup, ne le sens pas. je le sens pas. Mais revenons, si on va, on peut aller aux émotions. Comment on dit, ah, ça me pue au nez, je le sens pas, voilà, il y a quelque chose qui, enfin, j'ai une mauvaise odeur, enfin. Donc Ah oui, on est bah, là-dessus. complètement. Après, je vais pas vous parler du pain au chocolat ou de l'odeur de pain frais parce que ça va donner faim à tout le monde, évidemment. Donc, on va pas aller sur ce sujet-là. Non, 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 on en est, mais on ne sait pas. La langue, très rapidement, elle a une capacité sensorielle extrêmement importante, avec des zones qui sont dans l'acidité, dans l'amertume, etc. Quelle est l'expérience du bébé en intra-utérin au niveau du goût? Euh, on le sait dans les habitudes alimentaires, quelqu'un qui mange très épicé, qui va dire oh, bah, je vais arrêter de manger épicé parce que mon bébé on m'a dit qu'il allait avoir des reflux. Bah, sauf que si tu manges épicé depuis tout le temps, que tu as mangé épicé pendant ta grossesse, il n'y a pas de raison, c'est ton régime alimentaire C'est ton habituel et le bébé référentiel. a été confronté à ça. On le sait même pour la nicotine. Mm. On sait que ce sont des repères sensoriels de réassurance, mais aussi de continuité sensorielle qui permettent au bébé des transitions d'un état à l'autre. Mais on ne sait pas quelle capacité il a. En tout cas, pour moi, comme toute est histoire de modulation, nous, on désapprend. Le bébé, lui, il arrive vierge,
non, il n'est pas vierge d'expérience puisqu'il l'a fait en intra-utérin, mais il a tout à découvrir et il a une autre carte sensorielle à découvrir dans le monde extra-utérin. Et donc tout est à monter, tout est à faire et tout est à construire autour de ça. Et si on regarde la posture d'un bébé, là on a parlé des postures, donc regardez les bébés, on peut aussi imaginer qu'il y a des tensions musculaires, posturales. Euh, Dans la succion, il y a 60 muscles qui interviennent, il y a je ne sais plus combien d'os, il y a je ne sais plus combien de nerfs. Enfin, c'est un système extrêmement complexe, hein, Une qui est très quinzaine. réducteur si on est juste autour de la petite bouche, d'accord? Euh, mais on pourrait imaginer que pour les bébés, d'être au niveau de l'oreille interne, au niveau de la nociception, etc., il y a des signaux qui au moment où il est dans les bras de quelqu'un d'autre, ou dans une atmosphère, il les perçoit ou les perçoit pas. Mais si ça fait partie de son environnement qui le rassure, s'il ne le perçoit plus, il va être instabilisé. On ne sait pas tout ça, mais les bébés sont tellement plus que nous. Parce que nous, quand, par exemple, les bébés, ils vont tout mettre à leur bouche pendant les 9 mois, un an. Ils vont faire des expériences dans leur bouche, dans leur nez. Enfin, ils vont même mettre des boules de pâte à modeler dans les narines. Enfin, on se dit, je sais pas d'où ça vient, mais voilà. Mais parce que leur premier sens reste autour de la bouche. Donc, nous, on a opté, et au fur et à mesure où ils grandissent, ils vont progressivement, leur premier sens va être le visuel, mais pendant, allez, je dirais 2 jusqu'à 3 ans, l'un des premiers sens ou le sens primaire reste l'oralité. Du coup, toutes les techniques qui vont venir et qui vont être un peu intrusives ont des risques sur le long terme parce que ça va venir altérer un sens fondamental du bébé. Donc l'idée, c'est pas que un bébé qui est préma, il a besoin d'avoir des sondes, il a besoin d'avoir une alimentation. C'est pas ça que je dis. C'est juste prenons conscience de ce qu'on fait quand on met quelque chose dans la bouche d'un bébé Et des conséquences qu'il peut y et avoir. des conséquences à long terme qu'il peut y avoir. Et ça a été une de mes réflexions autour du frein de langue. C'est-à-dire que les freins de langue peuvent réduire le mouvement de la langue en sachant quand même que ce qui fait l'extraction efficace, c'est l'abaissement de la mâchoire inférieure qui entraîne la langue, c'est pas les mouvements de la langue. D'accord? Donc du coup, si on va tripoter un frein de langue en profondeur, on fait des sections, on fait des massages et tout ça, quel est le message qu'on envoie dans la bouche du bébé? Et ça, il faut réfléchir. Je dis pas que les freins de langue, ça n'existe pas. Je dis simplement que tout ce que l'on fait dans la bouche d'un bébé doit être fait en conscience et avec respect. Voilà. Du coup, pour moi, alors je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Alors, on va bien faire la différence entre la difficulté alimentaire du nouveau-né, etc., qui est l'initiation à l'alimentation, et les vrais troubles alimentaires qui peuvent se déclarer un peu plus tard. D'accord? La difficulté alimentaire, elle peut être réductible avec les bonnes mesures, le bon accompagnement et surtout l'accompagnement des parents. Parce que on réduit trop au bébé, hein, on fait focus, d'accord, sur le bébé. Ah, il mange pas bien, ah, il grossit pas bien, et puis du coup, on en oublie que derrière, le bébé, il n'est pas réduit à sa capacité de prendre un certain volume de lait. C'est beaucoup plus vaste que ça, et on en oublie aussi la relation et l'attachement, la relation d'attachement aux parents aussi. Ouais. Quand Ouais, on en, c'est... pardon. Pardon, vas-y. Quand on en est à, on a des bébés qui ont des anorexies, on a des bébés qui sont en difficulté de prise de poids, on a des bébés qui sont comment dirais-je, qui refusent de manger, etc. Là, on est vraiment dans le trouble alimentaire, et là, c'est toute une dimension physique, affective, émotionnelle à explorer.
Et après, il peut aussi, dans le médical, y avoir des troubles médicaux qui peuvent entraîner des troubles alimentaires graves, enfin des troubles alimentaires graves. Oui, la notion d'alimentation a aussi un lien très fort avec l'alimentation affective. C'est Tout ce à que fait, tu tout venais, à euh, fait. tu venais de mentionner. D'ailleurs, petit aparté, si vous n'avez pas vu passer le 22 mai, qui est un jeudi, si ma mémoire est bonne, jeudi 22 mai, pareil à 20 heures, vous aurez un webinaire gratuit sur le lien d'attachement avec Linda Boutiba. Donc, pour moi, là, dans les troubles alimentaires, dans les difficultés pour les petits bouchons, le lien d'attachement et effectivement toute la nourriture affective va aussi être importante d'être d'être explorée. Et Sidonie nous mentionnait, je trouve que l'ocytocine a une odeur ou se sent dans l'atmosphère, notamment lors de l'accouchement. Oui, alors ça se sent, est-ce que ça se sent en odeur? Ce qui est certain, c'est que ça se sent dans la pièce. Ça, c'est une réalité. Voilà. Après, le goût, l'odeur, est-ce qu'il y en a une? Bah, à partir du moment où tu as des molécules olfactives, probablement que tu as des molécules gustatives. Ouais, Mais bon, ouais, c'est des choses qui sont très difficiles à explorer, en tout cas. ouais. Très difficiles à explorer. Hmm. Ouais. Il y a Laura qui demandait, hein, qui écrivait, je me demandais si l'ostéopathie, dès quelques jours après la naissance, comme on l'entend très régulièrement, peut-il aider à la mise en place de ces petites gênes dans la posture de tête du bébé en lien avec sa position dans l'espace intra-utérin et donc ainsi pallier à ses difficultés de succion. Très bonne question, Isabelle. Est-ce que tu veux parler de ce qui se passe dans une maternité publique actuellement? Alors, l'ostéopathie. Alors, je vais vous parler du côté médecin et tout ça. L'ostéopathie, en tout cas dans le Nord, elle n'a pas très bonne presse auprès des CHU, des CHR, etc. Parce que c'est non scientifique, c'est pas des professionnels de santé, et voilà. Donc, sauf dans un des établissements de la région lilloise où il y a des ostéopathes qui ont des vacations 2 fois par semaine et qui vont rencontrer les bébés en difficulté et les bébés en néonat, ce qui est exceptionnel, et où il y a un vrai gain, oui, pour les bébés et pour les mamans en termes de difficulté de succion. Oui. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai travaillé avec avec une ostéo avec laquelle tout ce qui est le modelage, etc., on a expérimenté ensemble des consultations conjointes et on s'est rejoint sur beaucoup de problématiques liées à la naissance, le modelage intra-utérin et sur ce qu'elle, en tant qu'ostéo, elle peut faire. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Alors, est-ce que tous les bébés en ont besoin? Je ne crois pas. Par contre, ceux qui sont en difficulté de succion, et d'ailleurs, comment dirais-je, l'une des indications au passage de l'ostéo dans cette maternité, ça va être les difficultés de succion. Donc je réponds oui, oui, oui. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de savoir à qui vous adressez vos bébés, vos patientes. C'est-à-dire que l'ostéo, si vous travaillez avec quelqu'un comme ça, vous devez le ou la connaître, avoir travaillé, peut-être l'avoir vu travailler, pour savoir ne serait-ce que quel est le contact qu'elle a avec les mamans, et puis aussi estimer son discours. Le pire qu'on puisse faire aux parents, c'est de multiplier les professionnels qui ont des discours différents. Donc au moins si vous travaillez en collaboration, d'avoir des discours à peu près communs pour pas perdre les parents en route. Mais bien sûr, les bébés qui ont des variétés postérieures, qui ont eu des extractions compliquées, etc., qui ont eu des césariennes, il y a avantage à travailler avec un ostéo. Tout à fait. Enfin, ça, c'est mon opinion. Moi, je suis pragmatique. Je me dis, si je peux rencontrer un professionnel qui a une compétence que je n'ai pas, mais qui manifestement peut aider un bébé, je trouve que c'est important qu'on puisse aider ses bébés et ses parents. Sans compter qu'aujourd'hui,
en tant que professionnels de santé, les parents n'attendent pas après nous pour aller voir les ostéos. Donc autant savoir les compétences des uns et des autres et de pouvoir s'entendre autour des mamans et des bébés, parce que le but c'est quand même que ça se passe bien entre eux deux et que le bébé montre ses compétences à ses parents. Donc oui, pour moi c'est oui. Mais sachez avec qui vous travaillez. Parce que tous les ostéos n'ont pas la compétence de travailler avec des bébés en périnate. Et puis la compréhension du vécu intra-utérin, la compréhension de l'instrumentalisation au Ah, moment d'une naissance, euh, les ostéos n'ont pas à la base ces informations-là et ces connaissances. non. Là non plus. Euh, pour celles que j'ai pu là voir passer, qui sont formées avec moi en réflexo bébé affective, c'est la même chose. Ce que je viens vous transmettre en réflexo bébé avec cette compréhension de l'histoire de vécu intra-utérin de naissance sur l'accompagnement d'un petit bouchon à la naissance, un réflexologue classique ne va pas avoir ces connaissances-là. Ce qui veut dire que dans le travail corporel, aussi léger qu'il puisse être, ou euh, euh, comment dirais-je, à l'extrémité, à l'autre bout du corps du bébé et de sa tête, sur ces zones réflexes, on va malgré tout avoir la possibilité de libérer du tissulaire. Plus on va avoir de connaissances et de compréhension, plus on pourra, dans les tissus et dans les fascias, libérer aussi ce qui a pu être engrammé. C'est un travail qui peut être totalement complémentaire au travail de l'ostéo. Ça ne va absolument pas remplacer une séance d'ostéopathie. Néanmoins, un ostéo qui ne va pas avoir de compréhension de ce modelage intra-utérin ou de l'histoire de naissance du petit, on fera beaucoup plus juste avec une séance de réflexo. Voilà, il y a nombreux paramètres aussi à aller prendre en compte. Il y a plein de techniques non invasives qui peuvent être utilisées et permettre une amélioration sans nécessairement, voilà, sans prétendre quoi que ce soit dans une libération totale de quoi que ce soit, mais en tout cas en complémentarité de tout ce qui peut être fait. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames? On a fait qu'effleurer le sujet, hein. C'est un sujet Ouais. résumé je sais pas, trois quarts d'heure, c'est... Ah ouais, ouais, en un bon 50 minutes. Ouais. Ouais. Donc pour ma part, si on... En, en tant que sage-femme, ce que j'ai... Alors, bien sûr, j'ai accompagné toutes les consultations d'allaitement, mais le volet, connaître la mécanique de la naissance, de l'accouchement, la mécanique de l'accommodation, c'est-à-dire comment le bébé va s'adapter aux différents passages qu'il va devoir faire. Comment il se positionne en fonction, est-ce que c'est un siège, est-ce que c'est une tête, etc. En tout cas, moi, ça m'a énormément éclairé dans ma pratique quotidienne quand je voyais les bébés arriver, parce que je savais détecter comment ils étaient positionnés en intra-utérin et ça pouvait venir m'expliquer pourquoi il était performant sur un sein mais pas sur l'autre. Pourquoi si je le mets dans une position sur le sein gauche et je le mets dans la même position sur le sein droit, ça marche pas. Mais parce que in utero ou dans sa posture, je voyais qu'il y avait des tensions sur un côté de la tête, pas sur l'autre, et du coup, ça me permettait de m'adapter à, euh, à la maman, au bébé, et surtout d'expliquer pourquoi ce bébé-là était en difficulté de cette façon-là. C'était aussi une façon de déculpabiliser les mères. Parce que en tant que mère, on est coupable de tout hein, avec notre bébé, mais c'est de lui dire simplement, mais in utero, il était déjà dans un truc comme ça, forcément, il va rester comme ça, donc il peut pas se dénouer tout de suite. Ça, il faut attendre. Donc pour moi, être sage-femme, diplômée en lactation, c'est un vrai bonheur. Hmm. Ça m'a fait comprendre plein de choses. Oui, Laura? Laura?
Oui, alors c'est passionnant ce que tu nous dis là, Isabelle. Je voulais savoir si, dans ton expérience, tu as rencontré des bébés avec déjà un reflux, même petit, un reflux gastro-œsophagien, euh, et dans tes observations, tu as pu faire le lien avec une histoire aussi de posture, de positionnement de tête ou de contracture musculaire, enfin, faire des liens aussi avec la naissance, justement, le contexte de naissance. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, alors il faudrait que je parte dans des explications, mais un circulaire du cordon, par exemple, très serré autour du cou, va modifier enfin, l'osioïde sur lequel est implantée la langue, donc peut venir gêner la déglutition, peut venir gêner la coordination respiration-déglutition, et tu as des bébés qui, du coup, sont en difficulté digestive. Donc tout est Mhm. lié. Sans compter que, en plus, si le circulaire est très serré, il vient tirer au niveau de l'ombilic. Et alors ça, je vais pas trop rentrer dans le détail, ça c'est du côté de l'ostéo qui m'a expliqué ça. Mais il y a des vestiges aussi tissulaires qui font que tout est en lien et que si ça tire au niveau de l'ombilic, ça tire aussi sur tout le système digestif. Et on se retrouve aussi avec des bébés en difficulté. Et si D'accord. je rajoute, c'est que un bébé qui a un reflux ou qui est en régurgitation, etc., ça peut être lié au débit de lait, qu'il a du mal à gérer. Mais débit de lait qu'il a du mal à gérer parce qu'il ne sait pas bien positionner sa langue. Et ainsi de suite. Et c'est parti. Ouais, c'est un... Tu vois, La, la chaîne. oui, c'est Ouais. un enchaînement qui fait qu'on a un bébé qui est en difficulté, mais parce que sa difficulté exprime ses contraintes. Mhm. Et ce serait lié, en fait, à une mémoire, finalement, oui, une mémoire, pas cellulaire, mais Tissulaire. positionnelle, tissulaire, Positionnel oui. et tissulaire. C'est le modelage intra-utérin qu'on voit dans les formations, mais le bébé, lui, c'est comme du sable dans un seau, hein. Tu Mm. vois, il va prendre la forme du seau. Et puis à la naissance, il va garder la forme du seau qu'il faudra corriger doucement pour pouvoir lui permettre de s'apaiser et d'avoir une succion mieux gérée et plus performante. Il y a une mémoire des tissus, comme il y a une mémoire cellulaire et la mémoire tissulaire. Je ne sais pas ce que tu fais comme profession, Laura. T'es consultante en lactation? Tu vois des bébés? Alors, oui, je suis infirmière et j'exerce en centre périnatal. Donc, je vois des Super. bébés, je fais de la réflexo. Je me suis formée avec Anne, réflexo bébé. Et là, c'est les dernières consultations que j'ai eues, c'était pour des RGO, justement. Et voilà, des bébés, soit qui sont nés par césarienne, Ouais. euh, Viens soit sur qui les ont mémoires de vécu, naissance, Laura. Mm. oui, 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 soit des choses difficiles vécues durant la grossesse pour la maman. Oui, et ça c'est important aussi, c'est que ce que le bébé ne digère pas, c'est peut-être ce que la maman elle-même n'a pas digéré durant la grossesse. Mm, Voilà, donc il peut y avoir du tissulaire et il peut aussi y avoir de l'émotionnel. mm. Merci. Moi, Merci ce que Laura. j'ai, ouais, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que euh, souvent, il peut y avoir des choses dans le vécu intra-utérin. Dans la naissance, on vient remettre une pièce dans la machine et dans les mots que le bébé va montrer, ce n'est ni plus ni moins que la suite logique. Comme s'il y avait Mhm. un ancrage, un mécanisme d'ancrage supplémentaire à chaque fois. Mm, En fait, on est dans des étapes de vie. Mm. Tu vois, c'est l'étape je dirais de la phase embryonnaire, l'étape de la phase fétale, même si c'est un peu artificiel comme division, l'étape du travail, c'est-à-dire du temps de préparation à la naissance, l'étape de la naissance, et quelquefois, à chaque étape, une problématique est remise sur le, au devant à chaque fois. Et c'est comme ça que tu peux avoir des bébés qui sont vraiment en difficulté alimentaire, et parce qu'ils expriment
en mots dans leur corps ce qu'ils ont traversé au cours de toutes ces étapes. Alors, un mot quand même très positif, c'est qu'ils ont une capacité de résilience extraordinaire. Donc du coup, si notre rôle à nous, c'est de pouvoir les aider à entrer dans cette résilience, au lieu, par nos croyances, nos techniques, ce qu'on apprend, nos protocoles, etc., au lieu de venir accentuer ou surenchérir sur des difficultés déjà existantes. Mhm. Mais un bébé, quand il exprime quelque chose, c'est qu'il le dit, c'est-à-dire que c'est pas pour embêter le monde. Voilà. Si c'est pas tété, c'est qu'il y a quelque chose à aller explorer. S'il a des reflux, alors attention, il y a reflux et reflux, hein, voilà. Maintenant, c'est un peu un mot fourre-tout, donc il faut être prudent là-dessus aussi. Et puis surtout, alors on a aussi le bébé, mais n'oublions pas d'aller regarder un peu ce qui se passe entre la maman et le bébé. Comment elle est, cette maman-là? Comment elle a vécu sa grossesse? Comment elle a accueilli son bébé? Quelles attentes elle avait par rapport à son bébé et tout ça, et ainsi de suite, hein. Tout à l'heure, on parlait des troubles alimentaires, mais on sait que la relation alimentaire à l'enfant est aussi en relation avec sa propre relation alimentaire. On sait que par exemple les mères qui ont des problèmes de troubles alimentaires, on trouve plus de bébés avec des troubles alimentaires. Donc il y a un vrai lien entre les mères et les enfants. Donc quelquefois le bébé vient révéler ce que la mère ne dit pas, n'a pas Ah, dit ou enfant. n'a pas conscientisé. Ouais. C'est pour ça que l'alimentation chez le nouveau-né, chez le nourrisson, c'est quelque chose de très très vaste, et juste rester sur une problématique de petite bouche, même si c'est caricatural, ça veut dire qu'on oublie tout ce qui est, tout l'édifice qui est derrière. Et on regarde juste par la petite lorgnette au lieu d'avoir une vision beaucoup plus élargie du bébé lui-même et de sa maman. Enfin, ça, c'est ma conception, hein. Mhm. Est-ce que ça va, les réponses, Laura? Ça a répondu à tes questions? Oui, oui, beaucoup. D'autant plus que je me questionnais parce que, enfin, c'est vrai il peut y avoir des mamans qui viennent en disant, ou qui prennent rendez-vous en disant, oui, mon bébé, il a un reflux. Et du coup, moi, je questionne quand même parce que, comme tu disais, c'est un mot un peu fourre-tout. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui a été validé par le pédiatre, objectivé? Exactement, Et exactement. souvent, enfin, Souvent, il y a un non. reflux, c'est confondu avec régurgitation. Oui. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent sur les mots et sur la gravité de la situation. Ce sont des mots qu'elles entendent beaucoup. Mm. Donc, oui, il faut les interroger. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames, Mm. sur ce vaste sujet qui est l'oralité, les troubles alimentaires? Moi, j'avais encore une petite question Vas-y, Laura. quelque chose qui Promis. me fascine par rapport aux émotions. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait, est-ce que moi j'ai entendu hein, que scientifiquement on sait que ben par exemple le liquide amniotique il a un goût et qu'il va s'imprégner euh, de il va enfin son pH en tout cas ou son goût va se modifier en fonction de l'état émotionnel de la maman. Tout à fait, tout à fait. Ok. Bah, si on veut être cohérent, par exemple, une maman qui a un gros stress, je sais pas, elle est en voiture, elle doit freiner brutalement, elle se prend une décharge d'adrénaline, le bébé Mhm. réagit. Donc ça veut dire que l'adrénaline est passée dans la circulation maternelle et a quand même est passée au niveau placentaire et a touché le bébé d'une certaine façon. Mhm. Mais comment réagit le bébé? Est-ce que c'est l'effet physiologique sur son organisme? Est-ce que en fait, quelle est l'information et comment le message est passé? Je Ouais. pense que oui, c'est par la circulation sanguine que c'est venu activer
peut-être sa surrénale, son cœur, etc. Il y a des réactions physiologiques, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les émotions, que l'ocytocine, elle a bien un goût, elle a bien une odeur. Pourquoi on s'arrêterait à tout ce qu'on n'a pas exploré? On sait aussi Mm. que ça a été des choses qui ont. D'ailleurs, on sait aussi que les bébés chez qui les mamans ont des problèmes de diabète, le liquide amniotique peut être un peu plus sucré. Ça donne une appétence au sucre. Mm. Il y a eu des recherches qui ont été faites sur des brebis à qui on a donné une alimentation très riche en anis. Eh bien, à la naissance des petits, ils privilégiaient, et même longtemps après, donc ça veut dire que on engramme le souvenir de cette expérience sensorielle. Ces petits avaient une appétence pour l'alimentation anisée. Si ça marche comme ça, pourquoi ça marcherait pas dans d'autres dimensions? Et pourquoi ça ne serait pas valable pour enfin d'autres hormones, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait rien de l'intra-utérin, on est en train de découvrir. Et il y a encore beaucoup, Ouais. beaucoup de travail. Mm. Donc, ce petit qui a un vrai reflux, là, pour le coup, est-ce qu'on a une situation qui a été une grossesse très stressante avec des libérations de cortisol? Comment ça a été vécu, etc. On sait que la naissance, quelquefois, peut être tellement problématique, ça peut créer des œsophagites. On Mm. découvre, enfin, on n'a pas tout exploré. On pense qu'on sait tout, en fait, on sait rien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr, hein, c'est fascinant. En tout cas, enfin, moi j'avais entendu même que ça allait plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on commençait à vraiment se poser la question, par exemple, pour les femmes enceintes, les femmes voilà, qui vivaient une grossesse alors que le pays il était en guerre, et combien le stress, il a eu un retentissement très fort sur le développement, enfin, d'un point de vue émotionnel, sur la construction, je dirais, même dans le postnatal hein, de l'enfant. Ça, c'est Les, les- il y a eu des recherches qui ont été faites, notamment sur les mères enfin, les femmes enceintes et les mamans de très jeunes enfants qui ont perdu leur mari au moment du World Trade Center, etc. Donc, il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que tout stress traumatique et toute situation traumatique durant la grossesse a un impact au niveau du bébé sur notamment les structures cérébrales et ça peut rester longtemps. Ça, ouais. on entre dans le domaine de l'épigénétique aussi après. Ouais. Ouais. Il y a également des études qui avaient été faites sur les femmes au Rwanda, les femmes enceintes au Rwanda pendant la période du génocide. Sur la modification des gènes sur les bébés, les enfants qu'elles ont portés. Bien sûr. Voilà, tout, tout ça, euh, tout ça, effectivement, on est au balbutiement de plein de belles découvertes, encore certainement à venir. Sidonie nous précise qu'il y a un podcast Oui, tout qui à fait, qui est s'appelle très In bien. Utero sur France Inter et qui parle justement du liquide amniotique et qui est très intéressant. Tout à fait. On on a Bomo qui nous demande, qui a une question autour de l'anorexie du nourrisson. Quel type de schéma peuvent-ils être à l'œuvre? Voilà. C'est compliqué, c'est multifactoriel. Ouais. Je sais même pas si on peut répondre aussi. Ça va être forcément réducteur. Ouais. Euh, D'emblée, je dirais aller regarder un peu ce qui se passe avec la maman, le lien d'attachement, comment se sent ce bébé en sécurité. Enfin, voilà, c'est. Qu'est-ce qu'il porte? Ouais, qu'est-ce qu'il porte? Après, il y a vraiment des problématiques organiques hein, qui font qu'on peut avoir des enfants qui ne s'alimentent pas, mais c'est un très très vaste sujet. Mais là, on peut aller regarder le lien d'attachement. Ouais. Et les transmissions transgénérationnelles parfois aussi. Évidemment. Alors, un bébé qui refuse le passage au biberon malgré des propositions hautes, cuillère, tasse avec les maternelles, qu'est-ce qu'il vient dire? Il refuse de s'alimenter s'il n'est pas nourri au sein. Angie, je demanderai quel est l'âge du bébé déjà.
Il y a déjà ça. Après, alors, je répondrai, qu'est-ce qu'il vient dire ou qu'est-ce qu'il vient dire que sa maman ne dit pas? Oui, comment elle vit le passage à autre que le sein. Hmm. Quand on a alors, quand on a une maman qui est un petit peu en difficulté, je pense aux mamans qui ont des pressions du postpartum ou des mamans simplement qui se posent la question d'être des mères compétentes. Qu'on leur a rabâché que allaiter, c'est être une bonne mère. Tout ce qui va impliquer qu'on met autre chose dans la bouche du bébé, c'est comme si elle devait reconnaître que d'autres vont être capables de faire mieux qu'elle ou aussi bien qu'elle. Et c'est aussi une mise à distance. Ça vient questionner sur qu'est-ce que j'autorise à mon bébé et quelle distance j'autorise à ce bébé-là. C'est comme des petites pertes à chaque fois et qu'il y a des mamans qui émotionnellement ont du mal à gérer ça. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient dire? Il refuse de s'alimenter s'il n'est pas nourri au sein. Bon, déjà, il a quel âge? Qu'est-ce qui s'est mis, qu'est-ce qui s'est mis entre la mère et le bébé? Est-ce que c'est pas le bébé qui rassure sa mère que non, il s'alimentera pas autrement qu'avec le sein? Voilà. Après, ça peut être un bébé, hein, si on va plus loin, un bébé qui a du mal dans sa bouche, hein, qui est peut-être très sensible dans sa bouche et qui a du mal à supporter quelque chose de dur ou un autre débit ou voilà. Voilà, il faut aller plus loin dans l'observation et savoir aussi l'âge du bébé. C'est un peu, ça dépend un peu. Ouais. Elle précise quand même que c'est toujours avec du lait maternel. Donc ça doit être un petit malgré tout. Oui, mais un bébé qui est bien au sein, enfin ça c'est un truc aussi, c'est un bébé qui est bien au sein, qui a sa maman pour lui, qui est confortable, qui est au chaud, qui a le nez dans le sein, les odeurs du lait, qui met, enfin voilà, et tout d'un coup on lui dit tiens je vais te donner une tasse. Bon non mais oh oh maman oh, Tu me prends pour qui? mais moi j'ai pas envie, moi je suis bien là, pourquoi tu veux me proposer autre chose? Et ton temps n'est pas le mien, moi je suis pas prêt, donc non. Maman doit retourner travailler, mais trop petit pour la Et comment elle diversification. n'a Bah pas ouais. envie de retourner au travail? Et ouais, mais il y a des bébés qui sont tellement bien au sein et tellement bien dans ce qu'ils partagent avec leur maman que les contraintes maternelles, mais ils en ont rien à faire, quoi. Ok, maman, tu dois retourner au boulot, mais moi, je vois pas pourquoi je fais des efforts. Donc c'est pas le bébé qui est en tort, c'est le fait qu'on fasse retourner les mamans au boulot beaucoup trop vite. C'est ça le problème. Ouais. Et Après, puis notre société aussi aujourd'hui où on est un peu le popotin entre deux chaises, à avoir à la fois envie de retourner au travail et envie de rester avec notre bébé et trancher et prendre réellement position. Je veux rester à la maison et m'occuper de mon enfant. On ne s'y autorise plus de la même manière. En tout cas, on ne le verbalise plus aussi facilement que ça pouvait être le cas il y a 20 30 ans. Parce que il y a des factures à payer, parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a des excuses, entre guillemets, qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout de nos envies réelles. oui, puis tout est histoire d'expérience et de longueur de temps. Mm. C'est-à-dire que de passer d'une technique à une autre, ça nécessite du temps, ça nécessite de reprogrammer son cerveau différemment, sur des sensorialités différentes, etc. Et du coup, quelquefois, on se dit, ben tiens, un mois avant, je vais commencer à changer les choses, sauf que ben, un mois avant, ben, c'est peut-être pas le temps du bébé, donc et on se retrouve confronté à la difficulté. Moi, j'ai vu des bébés qui refusaient de prendre autre chose que le sein, qui se mettaient en stand-by pendant tout le temps où la maman était au boulot, et qui revenaient, mais alors là, elle décrochait pas son bébé de toutes les heures et de la nuit où elle était. Et c'est comme ça. Et c'est la diversification avec la petite cuillère et la richesse des différentes textures et différents goûts qui l'ont amené à aller expérimenter autre chose. Mais cette petite, je pense à une en particulier, n'a jamais accepté un biberon dans sa bouche.
Une tétine dans sa bouche, elle a jamais accepté. La cuillère, oui, mais pas la tétine. Mais si on regarde nos bébés, ils sont très performants. Donc vous avez Etchevez, vous avez un nez du parfumeur de Saint-Laurent, vous avez une discrimination sur la langue pour ces bébés-là, mais c'est un truc qu'on ne peut pas imaginer. Donc vous leur mettez autre chose que le sein, ils se disent, oh, tu vas pas m'avoir là, hein. C'est pas ma cuillère en argent. Voilà, moi je suis habituée à ça, je suis très bien dans ça, pourquoi tu veux me faire changer? Et donc c'est encore une fois une histoire de temps. Ouais, ouais, une histoire de temps, de rythme, et on en revient au démarrage finalement. Oui, puis il y a des bébés très compliants et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Mm. Donc c'est aussi une histoire de tempérament. Il y a des bébés avec lesquels vous allez pouvoir faire plein de trucs et il y en a d'autres qui vont non. Tu veux ça? Ben non. Bah, c'est peut-être un peu ce que Estelle nous mentionne. Elle met, quand on a une maman qui veut maintenir un allaitement maternel avec un bébé qui a 5 mois, mais il y a une baisse de lactation, donc la maman a donné le biberon de lait artificiel et bébé ne veut plus prendre le sein, malgré les essais de stimuler la lactation. Et ben le bébé à 5 mois, il a trouvé que c'était fun le biberon Et voilà. et donc il a dit bon c'est ok. C'est peut-être un bébé qui est très curieux et qui du coup quand il est au sein il voit rien parce qu'il est dans le sein de sa mère alors que si on donne un biberon il peut retourner la tête et puis il voit le monde. C'est pas forcément on n'est pas du tout dans la pathologie, on oublie que les enfants ont un caractère, un tempérament, on recherche des stimulations, peut-être que ce bébé-là, à 5 mois après avoir testé que le biberon c'était quand même fun, parce que ça coule bien, j'ai pas d'effort à faire, n'importe qui peut. Mais pendant ce temps-là, je peux aller regarder ce qui se passe, alors que si j'ai le sein dans la bouche, je peux rien faire parce que j'ai le sein collé. Pourquoi pas admettre que ce bébé-là, ayant fait cette expérience-là à 5 mois, il a trouvé ça intéressant et que du coup, il privilégie le bib. Ben, ok, il a marqué sa volonté. C'est triste, hein? C'est donc la maman qui n'était pas prête à arrêter, mais le bébé, lui, il avait besoin de s'enrichir avec une autre expérience. Et à l'inverse, vous avez des enfants à 7 mois ou 9 mois qui n'acceptent pas la diversification parce qu'ils ne sont pas prêts et qui vont mettre plus de temps. Bah, c'est ok. Ou le bébé qui donne l'autorisation à sa mère d'arrêter. Peut-être Tout aussi, à fait, Karine, exactement, très ouais. bien. Mais oui, tout à fait. En tout cas, ce bébé, ça, on pourrait reparler de la confusion sein-tétine. À cet âge-là, après une expérience qu'il a décidé que du coup le biberon c'était mieux, et ben il a fait son expérience. Donc il a choisi. Véronique nous dit une maman qui n'est plus allaitée une maman qui n'est plus allaitée, un bébé, je présume, qui n'est plus Oui. allaité car il prend du bib maternel de 60 ml max. Il stoppe tout après. Idem chez Nounou, refus de s'alimenter, mais maman noyée sous le poids des kilos qu'il ne prend pas. Il a 4 mois. Donc si je comprends bien, c'est un bébé qui limite la prise de biberon à 60 ml Oui, et tout à qui fait. du coup a des difficultés. Donc ça veut dire que s'il prend pas de poids, il prend pas assez en volume pour grossir. Pas intéressé par la nourriture, ouais, Ok. ok. Il a 4 mois. Ok. Et est-ce qu'elle est prête pour recommencer à lui exposer d'autres trucs Alors, là, je sais pas quels sont ce que vous avez appris, mais quand on a des bébés comme ça, la diversification, voilà. Elle a déjà commencé à trempouiller dans sa petite cuillère, à lui montrer qu'il y a d'autres expériences, etc. Euh, d'accord. D'accord, oui. Ok. Ok. Alors, pour un bébé qui limite le bib à 60 ml, moi, ce que j'ai vu dans mon expérience, je ne sais pas si c'est la situation, c'était un bébé qui avait beaucoup de régurgitation, donc beaucoup d'acidité, et quand il prenait trop de volume, ça remontait, et du coup, il était inconfortable.
Donc, il limitait les quantités à ce que son estomac pouvait supporter. Donc, c'est lui qui avait mis une limitation, quoi, parce que trop de liquide faisait qu'il était inconfortable au niveau de son estomac. Et ce qui a changé les choses, c'est quand il a commencé à être diversifié. C'est Ouais, lui qui se Véronique, régule. c'est lui qui Ouais. se régule, c'est ça, ouais. Les bébés sont très très forts, très intelligents. Alors, c'est peut-être aussi un bébé. C'est ça aussi l'intérêt des bébés au sein. Non, la diversification, on peut la commencer entre 4 et 6 mois. En tout cas, dans comment dirais-je, les académies de pédiatrie en France, ils disent que c'est entre 4 et 6 mois parce que ça va préserver de tout ce qui est problème allergique et d'intolérance alimentaire. Alors, si il accepte jusqu'à 6 mois, en fait, c'est pas comme ça que je vais répondre. Quand je reçois des mamans comme ça, je leur dis, est-ce que quand vous êtes à table, vous avez le bébé sur vos genoux, est-ce qu'il semble intéressé par la cuillère qui va jusqu'à votre bouche? C'est-à-dire les bébés, ils font... Ça veut dire qu'il est prêt à une autre expérience. Et il y a des bébés très tôt qui le montrent. Alors, entre 4 et 5 mois, on peut déjà les initier, mais tout doucement, c'est pas de la diversification. Si un bébé montre ça, qu'il est intéressé par ce qui se passe, la convivialité du repas, tout le monde est ensemble, tout le monde partage tout, etc., et qui montre qu'il y a de l'intérêt dans ce qu'il y a pour les assiettes, ben, il est prêt peut-être à passer à une autre expérience, et que le fait de passer au solide, ça le rendra plus confortable au niveau de son estomac. Alors Véro, tu m'as répondu, il faut mieux attendre 6 mois pour la diversification. C'est ce que tu viens de dire, non, pas forcément. C'est lui qui va choisir, entre guillemets. Ok, mais elle se met surtout la pression de ne pas avoir de ne pas savoir les quantités qu'il prend. Ah oui, quand il est alimenté, c'est terrible. Les professionnels, on peut avoir une pression sur les parents quand même qui... Alors, je peux pas te répondre, Véro, parce que je ne connais pas la situation. Je vais rester prudente sur qui est ce bébé et quel est le début, enfin quelle est la prise de poids ou la courbe de poids qu'il a. C'est compliqué de te répondre ainsi, aussi comme ça. Il faudrait qu'on en discute plus pour te donner vraiment une réponse plus pertinente. Moi, je pense que oui, elle peut faire des expériences, cette maman, et surtout qu'elle s'amuse. Surtout qu'elle s'amuse avec son bébé, qu'elle lui en mette sur le nez, qu'elle lui en mette un peu, qu'il fasse bouger sa langue, que ce soit un jeu l'alimentaire et que ce soit pas une pression, comme peut-être ce bébé l'a connu depuis le début. Donc, mais qu'elle s'amuse avec son bébé et qu'elle s'amuse avec les quantités. Moi, un bébé qui va te farfouiller dans son assiette et qui met dans... Eh ben, c'est ok, c'est ok. L'alimentation, ça doit être d'abord un plaisir. Et ça doit pas être une contrainte sous forme de quantité. Donc, retrouvons le plaisir et la convivialité des repas partagés avec nos bébés. Véronique répond, l'alimentation n'est pas vraiment un jeu en effet pour elle. Elle donnait la nourriture à la pipette à sa fille précédente. Bon, bah voilà. Donc, ouais, Tu vois, j'irai explorer un peu quelle relation elle a avec l'alimentation et comment ça se passait les repas en famille et quel était l'enjeu autour de l'alimentation. ouais. Notre historique familial sur l'alimentation est très intéressant aussi, hein, Ouais, à ce niveau-là. C'est un vrai sujet. c'est un vrai sujet. Ouais, tout à fait. Mm. Aurélie, tu nous dis, je suis doula et vois tellement de stress au niveau du stress des bébés avant la sortie de la mater. Que dire de cette obsession sur le poids dès cet âge et ses conséquences sur la suite? Moi, tout de suite, moi, en lisant ça, j'ai envie de te dire, mais déjà, c'est les mamans qu'il faut qu'on aille accompagner, qu'on arrête de leur dire, vous avez pris 2 kilos, madame. C'est pas possible. Vous allez prendre combien pendant la grossesse? Qu'on arrête les images photoshopées, qu'on arrête de parler de nourriture ultra healthy, etc. En fait, le vrai sujet, il n'est pas
il n'est pas dans un premier temps sur les bébés et rassurer les mamans. C'est comment on vient élever nos enfants différemment, mais ceux qui sont déjà scolarisés, comment nous, en tant qu'adultes, on arrête de monter sur la balance en psychotant parce qu'on a pris 500 grammes. Voilà. Et comment ces femmes enceintes, on va aussi arrêter de leur casser les pieds sur bah, si ça marche pas, c'est parce que madame, vous êtes en surpoids. Bien sûr, il peut y avoir des cofacteurs, mais sur la dynamique de poids et de l'image corporelle, j'ai envie de dire, on a tout à faire, quoi. En plus, le poids, c'est le seul élément objectif parfois qui autorise la sortie. Donc voilà, et c'est un critère qui est retenu parce que c'est le plus facile à retenir, mais qui exerce une pression énorme sur les mamans. Mais je dirais que pour les professionnels de santé à la sortie de maternité, alors je sais pas comment ça se passe chez toi, Aurélie, mais chez nous, il y a des sorties précoces, etc. Et l'autorisation de la sortie est faite en fonction du poids du bébé. Pas forcément en fonction de la compétence des parents, mais en fonction du poids du bébé. Donc c'est un critère qui est obsessionnel, je suis assez d'accord. Je sais pas comment on peut faire. Après, c'est. Nous, on avait réussi à expliquer que à J2, on pesait les bébés à la naissance, on les pesait pas avant J2, sauf les bébés qui avaient des facteurs de risque. Et puis, on les repesait à la sortie. Mais on observait beaucoup les compétences des parents. Mais ça nécessite du temps. Et dans les hôpitaux, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc tout ce qu'on prend dans l'éducation et dans les soins aux parents et aux bébés, c'est pas, c'est des sous, c'est du temps perdu. Donc autant les faire sortir. Ouais. Donc on n'a pas solutionné le problème là, je pense pas. Non, non. Sidonie nous précise, elle qui a vécu dans différents pays, que c'est très français. Bon, Ouais. Suisse aussi, a priori. Belges, ils sont pas mal non plus. Et Est-ce que c'est par exemple dans les unités très médicalisées, très protocolisées, je pense, très. ouais. Ça doit être aussi en lien hein, avec des critères très précis. D'ailleurs, pour les sorties précoces, hein, on demande qu'il y ait une prise de points Ouais, conséquente. Hein, donc, ouais. c'est la condition, malheureusement. Et Angie nous précise, ou une femme enceinte à qui on dit votre bébé a un petit poids, on pense vous déclencher afin qu'il puisse se développer et grossir en externe. La notion de poids est un vrai sujet euh, constamment, quoi. Mais, Constamment. mais c'est un critère d'évaluation objectif. Tout à fait. Du coup, On fait quoi? voilà, voilà. Et comme il n'y a pas beaucoup de place à enfin si, à la prévention, mais je veux dire, ça nécessite du temps d'étudier les situations du cas par cas et tout ça, et du coup, dans les hôpitaux, les maternités n'ont pas le temps. Hmm. Donc, on est sur des critères objectifs. Ouais, tout à fait. Alors, Mais en plus, c'est vrai, il a un petit poids. Après, ça dépend des pathologies associées, hein, quand même, parce que tu as de retards de croissance qui sont associés à des pathologies comme la prééclampsie et tout ça, où il y va de la santé de la mère et de l'enfant. tout Donc, à fait. voilà, après, voilà, là c'est la sage-femme, parfois, je suis Oui, encore un oui. peu. Oui, oui, ou un bébé avec une maman qui a un diabète, il y a Oui, aussi il y a des certaines critères prudences médicaux, à hein, avoir, ouais, ouais, évidemment, hein, ouais. évidemment. Après, c'est protocolisé, c'est. Voilà, Mm. donc il y a des études qui sont faites et il y a des critères qui sont retenus, donc on est obligé de s'adapter. Ouais. Oui, la NG nous précise qu'effectivement, c'est pas le cas du tout, donc forcément, c'est la culpabilité Bah ouais, de la future maman, comme bah ouais. malheureusement, oui, c'est souvent aussi. C'est tellement facile de taper sur les mères. Ouais, ouais. On a un vrai travail, vous avez un vrai travail à faire Ouais. dans ces accompagnements-là. Et avant, enfin, je le répète régulièrement, mais avant d'aller accompagner dans le postpartum et là où il y a des difficultés, il y a toute la préparation déjà
en prénatal, en désir de grossesse, si déjà l'accompagnement était optimal à cette période-là, eh bien, voilà, comment de la dépression postpartum, peut-être on pourrait aller s'en éloigner dans certains cas aussi. Ne misons pas tout sur le postpartum, voyons et préparons-le aussi bien en amont. Et là, quelque part, Isabelle, avec cette notion d'oralité et de troubles alimentaires du nourrisson, c'est ce que tu viens bien nous mentionner, que ça se construit et ça se construit Tout à dans le fait. tissu intra-utérin, ça se construit en embryologie dès les premières semaines de gestation. Et donc, c'est toute une construction et que le bébé peut avoir besoin de temps qu'on ne prend pas nécessairement en fonction du stress ressenti par la mère durant la grossesse, durant la naissance, mais ressenti aussi et vécu par le bébé qui est passé d'un monde à l'autre, ne l'oublions pas, de manière plus ou moins confortable, longue, violente, aidée ou non, et que ça peut prendre du temps aussi pour retrouver ses compétences. Voilà, nous n'oublions pas cette notion sur laquelle tu as insisté de prendre le temps et de ne pas oublier que c'est un expert en Totalement. succion, un expert en olfaction, en gustation et qu'on se doit d'aller prendre le temps et l'observer pour le comprendre. Merci beaucoup Isabelle pour la richesse encore de tes partages. Merci à vous pour la richesse Merci. de vos questions, de vos interventions. Donc, comme précisé, le replay pour celles qui sont arrivées en retard, le replay sera disponible dès au plus tard demain matin sur notre page YouTube. Vous recevrez dans tous les cas un petit mail avec pas mal d'informations. Et une petite surprise dans le mail que vous recevrez pour vous qui vous êtes inscrit directement pour recevoir le lien pour assister à ce webinaire. On vous a mis les prochaines dates. Vous retrouvez tout sur le site, que ce soit le catalogue en ligne pour la dimension des formations, que ce soit le site internet dans l'agenda des webinaires pour avoir toutes les dates et les liens pour vous inscrire au webinaire, soit d'1 heure et demie en version gratuite, soit 3 heures en version payante sur des thématiques spécifiques. Merci beaucoup à tout le monde. On vous souhaite Merci beaucoup de m'avoir écouté. accompagnement, de belles observations. Merci pour votre écoute. Et puis au plaisir de vous retrouver peut-être à une prochaine occasion. En tout cas, n'hésitez pas à partager aussi le replay si le webinaire vous a plu. C'est là pour ça. Ce sera sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Belle soirée. Bonne soirée.